Bonjour et bienvenue dans Des Dictos. Pour ce 6e épisode, on continue notre chemin à travers les grands livres de la philosophie et des sciences humaines en théorie politique. Pour ce 6e épisode, un grand livre et sous bien des aspects. Imaginez un monde sans Marx et son manifeste du Parti communiste. Sans Marx et Engels. Imaginez donc. Étudions donc de plus près ce dont parle le manifeste du Parti communiste, écrit par Karl Marx et son compère Friedrich Engels. Le livre paraît en 1848 au sein de la Ligue des communistes qui a commandé l'ouvrage. Il s'agit donc d'un programme politique théorique qui a une visée éminemment pratique. Nous sommes donc en 1848, année même de la Troisième Révolution française qui fait naître la Seconde République. L'époque est au changement et on rêve de monde meilleur et plus juste. Le jeune Marx, qui va avoir 30 ans et qui a commencé à construire sa pensée depuis le début des années 1840, pose les premières pierres d'une doctrine qui ne tardera pas à faire des émules, et qui finira par lui échapper sous le nom de marxisme, compris comme un ensemble de doctrines souvent éloignées de la pensée marxienne elle-même. Le manifeste reprend, en les simplifiant, des idées déjà développées par Marx dans ses manuscrits de 1844 et par Marx et Engels dans l'idéologie allemande, écrite entre 1845 et 1846. Deux ouvrages qui sont restés à l'état de brouillon et qui n'ont jamais paru donc du vivant de Marx. Le manifeste du Parti communiste se compose de 4 parties. La première partie, intitulée « Bourgeois et prolétaires », s'attache à montrer comment l'histoire humaine peut être comprise à travers le concept de lutte des classes. La deuxième partie, intitulée « Prolétaires et communistes », cherche à donner des pistes d'action cherchant à destituer la bourgeoisie du pouvoir politique ainsi que le capitalisme. Enfin, la troisième et quatrième partie compare et critique les doctrines socialistes et communistes de l'époque concurrentes à celles de Marx et Engels. La première partie affirme donc que l'histoire humaine peut être comprise à travers le concept de lutte des classes. Cela signifie pour Marx qu'à chaque époque, toute société est organisée en fonction d'une hiérarchie sociale particulière et complexe qui peut se réduire à un antagonisme entre deux groupes sociaux aux intérêts bien distincts. Je cite Marx. « Dans la Rome antique, nous avons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves. Au Moyen-Âge, des seigneurs féodaux, des vassaux, des maîtres de corps de métier, des compagnons, des serfs, et en outre, dans presque chacune de ces classes, à leur tour, des hiérarchies particulières. La société bourgeoise est alors née des ruines de la société féodale qui présentait, comme on vient de le voir, une hiérarchie complexe de classes sociales. La société bourgeoise moderne est plus simple en ce qu'elle oppose deux classes seulement, les bourgeois et les prolétaires. La bourgeoisie est la classe qui possède les moyens de production des marchandises et le prolétariat est constitué par les individus qui n'ont que leur force de travail à vendre pour survivre. Dans la suite de l'ouvrage, Marx et Engels montrent comment la bourgeoisie s'est constituée. Un mélange de plusieurs facteurs explique l'émergence de cette bourgeoisie. D'abord les grandes découvertes, puis la colonisation, puis plus tard l'essor de l'industrie et des manufactures permis par l'invention de la machine à vapeur. La colonisation du reste du monde par les pays européens a permis de créer un grand marché mondial à même d'écouler les marchandises produites par les premiers capitalistes. Par le jeu des révolutions bourgeoises, la bourgeoisie a pu acquérir le pouvoir politique et détruire le système féodal. Mais peu à peu, la bourgeoisie a subi des crises économiques et commerciales. Ces crises sont le fait d'une surproduction des marchandises qui ne parviennent plus à s'écouler. La bourgeoisie peut surmonter les crises en trouvant de nouveaux marchés ou en exploitant toujours plus les plus anciens. Mais cela ne fait que produire un cycle de crise toujours plus violente. Ce faisant, la bourgeoisie continue de créer l'armée qui, selon Marx et Engels, l'amènera à sa perte, celle constituée par le prolétariat. Alors que la capitale et les richesses des bourgeois s'accumulent, le prolétariat s'appauvrit tout en augmentant en nombre. La division capitaliste du travail, ainsi que l'usage intensif des machines, font perdre toujours plus tout attrait au travail pour l'ouvrier. Les ouvriers deviennent donc des rouages d'une machine qu'ils n'ont jamais pu, de toute façon, contrôler. Le salaire que chaque ouvrier reçoit ne lui sert qu'à reproduire sa force de travail pour le lendemain et à nourrir sa famille, ses enfants, qui rejoindront plus tard la masse des prolétaires. Avec l'augmentation de la masse prolétaire s'engage alors un conflit contre la bourgeoisie, une lutte ouverte entre deux groupes, une lutte entre deux classes.
Quelle doit être alors la stratégie de lutte du prolétariat? Pour Marx et Engels, les prolétaires doivent s'emparer des forces sociales de production. Et pour cela, ils doivent abolir la propriété privée des moyens de production des marchandises et détruire le mode de production qui les exploite, à savoir le capitalisme. Dans la deuxième partie du manifeste, Marx et Engels s'attachent à montrer les liens qui unissent les communistes et le prolétariat. Les communistes, selon Marx et Engels, ont une vue à plus grande échelle de la situation des prolétaires partout dans le monde et peuvent alors se permettre de les représenter. Ils peuvent aider également les prolétaires à s'organiser en une classe organisée, en un groupe social homogène doté des mêmes intérêts, à savoir donc la destruction du système bourgeois et la prise du pouvoir politique. Le but final du communisme et des prolétaires est alors l'abolition de la propriété privée. Non de la propriété en général, précisent Marx et Engels, mais la propriété bourgeoise des moyens de production. Marx et Engels font à ce stade de l'ouvrage une petite parenthèse et en viennent à considérer la manière dont est pensé le travail dans la société bourgeoise et, à l'inverse, dans la société communiste. Dans la société bourgeoise, le travail ne sert qu'à accroître le capital, alors que l'ouvrier perd toute sa liberté, sa personnalité, ainsi que le produit de son travail. Les manuscrits de 1844 parlent en ce sens d'aliénation. Au contraire, dans la société communiste, le travail ne doit être qu'un moyen pour élargir et enrichir la vie des ouvriers. Marx et Engels poursuivent en répondant à une série d'objections bourgeoises contre le communisme. Par exemple, ils soulignent l'indignation des bourgeois du souhait communiste de l'abolition de la propriété privée, car celle-ci, disent-ils, est déjà abolie pour les 9/10 des membres de la société. Pour comprendre ces indignations hypocrites, il faut alors analyser la force idéologique de la bourgeoisie et de son fonctionnement. Les rapports bourgeois de production et de propriété produisent des idées elles-mêmes bourgeoises, mais qui ont tendance à être comprises comme valant pour tous. Le droit des bourgeois n'est ainsi que la volonté de la classe bourgeoise promulguée en loi valant pour tous. Marx et Engels reformulent ainsi ce qu'ils avaient déjà écrit dans l'idéologie allemande. La production des idées, la production intellectuelle change avec la production matérielle et dépend de cette production matérielle, pour simplifier. Les idées dominantes d'une époque ne sont que les idées de la classe dominante. La pensée dominante ne fait qu'exprimer les rapports matériels dominants. Ainsi, la pensée bourgeoise, libérale, qui défend la propriété et la liberté, ne fait que refléter les intérêts de la classe bourgeoise. Enfin, Marx et Engels reviennent sur la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie. Une lutte qui ne peut être que violente et qui doit passer par ce qu'on a fini par appeler la dictature du prolétariat. Il s'agit donc de renverser la bourgeoisie en faisant du prolétariat la classe dominante. Il s'agit également d'abolir la propriété privée des moyens de production qui appartenaient donc à la bourgeoisie, et ce faisant, pour Marx et Engels, on peut finir par abolir le système des classes tout entier. Le moment de la dictature du prolétariat est le moment qui permet aux prolétaires de centraliser les moyens de production. La dictature du prolétariat vise aussi à détruire l'État, car une société sans classe ne peut être au final qu'une société sans État. Ainsi se termine la deuxième partie du manifeste. À la vieille société bourgeoise avec ses classes et ses oppositions de classe, se substitue une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Les troisième et quatrième parties du manifeste du Parti communiste sont bien sûr intéressantes, mais il faudrait entrer plus précisément dans les doctrines socialistes et communistes de l'époque pour en saisir tous les enjeux. Et il en faudrait des épisodes pour parler de ça. Finissons tout de même par les derniers mots du manifeste du Parti communiste, qui résonne comme un mot d'ordre révolutionnaire. En même temps, c'est un mot d'ordre révolutionnaire. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! Abonnez-vous!